Avant de commencer, je tiens à remercier André Gandillon et Paul-Éric Blanru, deux personnes dont les travaux m'ont bien aidé. Je tiens à préciser que cette conférence ne s'adresse pas à ceux pour qui il n'y a point de salut hors du Front National. Elle ne s'adresse pas à des gens sectaires qui ont l'esprit de chapelle et qui n'ont aucun sens critique, mais elle s'adresse aux gens ouverts d'esprit qui sont en recherche de vérité, qui sont des patriotes français comme moi, qui ne suis ni d'ailleurs anti-Le Pen, ni groupie de Jean-Marie Le Pen. Ce seront les faits qui vont être mis en avant de manière, si possible, objective. Autre précision, cette conférence ne sert pas à faire le jeu des partis concurrents du Front National, qui sont aussi républicains, pour lesquels je n'ai aucune sympathie d'ailleurs, et pour qui je pourrais établir les mêmes critiques que pour le Front National, au niveau des idées et des principes. Il est fondamental, selon moi, de traiter de la relation entre le Front National et le lobby judo-sioniste, car cette même relation conditionne bien des choses. Elle fait comprendre pas mal de choses, notamment le rôle de ce parti au sein du système démocratique. Cette conférence, cet exposé va se dérouler en 4 parties. La première partie, ce sont les origines du Front National des années 70. La deuxième partie, c'est la relation entre le Front National de Jean-Marie Le Pen et le lobby sioniste. La troisième partie, c'est la relation entre le Front National de Marine Le Pen et le lobby sioniste. Et enfin, une dernière partie, ça sera une sorte de conclusion sur ce qu'est devenu le Front National à travers le Rassemblement national. Alors commençons par les origines du Front National, parti qui a été fondé en 1972, où on retrouve des partisans de l'Algérie française, des opposants au communisme, des réactionnaires patriotes, des poujadistes dont Jean-Marie Le Pen, donc des partisans de l'Algérie française comme Roger Olindre, il y a aussi François Brignot parmi les membres fondateurs, ainsi que Alain Robert, ou encore Pierre Durand, qui fut le directeur du journal Présent. Et aussi Pierre Bousquet, sur lequel je vais revenir. Viendra par la suite François Duprat, puis Jean-Pierre Stirbaum, qui fut le secrétaire général du Front National en 1980 et qui a succédé à François Duprat. Et donc parmi eux, il y a Jean-Marie Le Pen qui sort du lot, qui fut le directeur de campagne de l'avocat Tixier-Lignancourt en 1965, qui fut un député poujadiste et qui s'impose comme un très bon communicant, un très bon orateur, avec un certain charisme, mais qui, sur la doctrine, est l'un des moins nationalistes en comparaison aux nationalistes de départ. Puisque, il a toujours été républicain, démocrate, l'un des plus politiques dans le mauvais sens du terme de tous, et aussi l'un des plus libéraux. D'ailleurs, il fut longtemps considéré comme le Ronald Reagan français. Il va y avoir un peu plus tard une scission au sein du Front National en 1983 avec le PNF, le Parti nationaliste français dont Pierre Bousquet fut à l'origine. Et Pierre Bousquet va emmener avec lui des gens comme Jean Castreau, Henri Simon, Pierre Poty. Mais ce parti, sur le plan électoral, ne va pas décoller comme le Front National. Il sera refondé bien plus tard, en 2015, par André Gandillon, qui est l'actuel secrétaire général du PNF, dont le porte-parole est Yvan Benedetti. Il y aura une autre scission au sein du Front National bien plus tard, en 1999 avec le MNR de Bruno Maigret, et cela aura pour effet d'affaiblir le Front National lors des élections suivantes en 2000, donc Front National qui fera un score bien inférieur et le MNR encore plus. Quasiment dès le départ, dans les années 70 et même les années 80, le Front National ne fut pas fondamentalement, intrinsèquement nationaliste sur le plan des idées, sur le plan de la doctrine. Le nationalisme intégral, celui de Charles Maurras, par exemple, a lui survécu dans le méconnu PNF et il s'est en quelque sorte et progressivement dissous dans le Front National des Le Pen, du père puis de sa fille. C'est lui, Jean-Marie Le Pen, qui va faire un score microscopique
en 1974 lors de l'élection présidentielle où Valéry Giscard d'Estaing va être élu à la présidence de la République, lui au premier tour va faire 0,75%, Jean-Marie Le Pen, avant d'exploser 14 ans plus tard lors de l'élection de 1988. Et entre-temps, il va se passer pas mal de choses. C'est lui qui va être mis en avant dans les médias, notamment dans une émission, L'heure de vérité. Pendant de longues années, pendant des décennies même, Jean-Marie Le Pen va être le méchant de service qui va faire face à l'antiracisme d'État, qui est en fait un racisme anti-blanc, anti-français, anti-autochtone, anti-français de souche. Et donc, lui va avoir l'étiquette du raciste et les autres d'antiracistes. Donc le camp du bien contre le camp du mal. Hein. Et donc il va faire face au Bernard-Henri Lévy, Bernard Kouchner, Harlem Désir, hein, toute la clique là. Harlem Désir qui fait par ailleurs partie de la communauté organisée, hein, qui a sa mère juive alsacienne. Donc voilà, d'un côté le méchant raciste et de l'autre les gentils antiracistes. Et donc ce Front National de Jean-Marie Le Pen, qui est une sorte de croque-mitaine, hein, dont la vocation est d'être toujours aujourd'hui d'ailleurs, une voie de garage afin de chapeauter la contestation patriote, nationale et même catholique. Il va y avoir une stratégie d'ostracisation du monde politique et médiatique, donc du front. Cette stratégie d'ostracisation, on la doit essentiellement au CRIF et au Mnaïvrit, c'est-à-dire au lobby judo-sioniste et à la judo-maçonnerie, hein, qui est incarnée par le Mnaïvrit. Alors voyons la relation entre Jean-Marie Le Pen et le lobby sioniste. Et remarquons ce qu'a écrit Jean-Marie Le Pen en 1984 dans son livre « Français d'abord », je cite. « Le folklore juif, l'un des plus riches du monde, a fourni les belles images sonores qui illustrent l'histoire du peuple d'Israël. Son destin y apparaît au travers des plus fantastiques tribulations. Dispersé aux quatre coins du monde, 100 fois menacé de disparaître, non seulement il a préservé son originalité et sa permanence, mais sa prodigieuse vitalité l'a conduit, lui, le plus vieux peuple du monde, à créer le plus jeune État. » Jean-Marie Le Pen aurait quand même pu préciser que l'État hébreu est un État criminel, hein, créé en 1948 dans le sang et la corruption au détriment du peuple palestinien en terre de Palestine. Alors Jean-Marie Le Pen est à cette époque perçu comme le Ronald Reagan français, donc Reagan qui avait une étiquette de libéral de droite et Jean-Marie Le Pen de libéral d'extrême droite. Mais lui, Jean-Marie Le Pen, se prétend de centre droit et démocrate churchillien, ce qui n'est pas très bon signe. Il est républicain, il est démocrate, il est même sioniste, et on est loin du nationalisme pétainiste, maurassien, et on est très loin, encore plus loin, du règne social du Christ roi, qu'ont pu incarner des chefs d'État comme Salazar au Portugal ou Garcia Moreno en Équateur, et nous en France bien plus loin du temps de l'Ancien Régime avec la référence des rois de France, Saint-Louis. Dans les années 80, Jean-Pierre Stirbois devient le secrétaire général et ce même Stirbois se déclare ouvertement favorable à Israël. Il est d'ailleurs surnommé Stirbaum. Il y a des élus européens au Front National qui se déclarent également favorables à l'Israël sioniste. Et on en arrive à cette fameuse date du 13 février 1984 où Jean-Marie Le Pen est invité en prime time dans l'émission L'heure de vérité, émission qui va véritablement le faire décoller médiatiquement et qui va rester gravé dans les mémoires. Ce soir-là, Jean-Marie Le Pen fait face à plusieurs journalistes, dont De Virieux, Servan Schreiber, Alain Duhamel, déjà, hein, comme quoi cirer les pompes du système, hein, de l'oligarchie, ça permet de durer au sein du système. Voilà. C'est le cas de Duhamel. Duhamel et le Cabage qui sont là depuis des décennies. Et donc, Jean-Marie Le Pen répond à tous ces journalistes avec un certain aplomb, du tac au tac, hein, avec beaucoup d'éloquence. Sur le plan des idées, il cible la dictature communiste et aussi l'immigration-invasion, et il a à cette époque une formule, 2 millions de chômeurs, aujourd'hui il y en a bien plus, ce sont 2 millions d'immigrés de trop. Et là aussi il y en a bien plus aujourd'hui, et cette formule
bien sûr, va lui être reproché par les journalistes gauchistes aux ordres. Un peu plus tard, le 1er juillet 1984, dans l'émission 7 sur 7 de la juive sioniste Anne Sinclair, Jean-Marie Le Pen déclare « Je me sens bien plus proche d'Israël, puisque Israël est dans le camp du monde libre, et que la Syrie est un allié de l'Union soviétique et un de ses instruments d'hégémonie. » À cette époque, Jean-Marie Le Pen prend clairement des positions sionistes. En 1987, dans National Hebdo, François Brignot, l'un des membres fondateurs du Front, dira, et c'est dans le livre Jean-Marie, Marine et les Juifs, Brignot dit alors « Jean-Marie Le Pen a eu beaucoup d'amis juifs et d'amis juives. Il en a toujours, je pense. Un de ses plus vieux et plus proches lieutenants est marié à une Israélite. Leurs relations ne furent pas perturbées pour autant. Par nationalisme profond, par tendresse pour le paysan soldat, parce qu'il est habité par un puissant sentiment de la patrie charnelle, Jean-Marie Le Pen fut sensible à la grande aventure sioniste. Il fut pro-israélien. Un antisémite de tradition ou de rencontre se serait-il mis en congé de l'Assemblée pour s'en aller à Suez en 1956, combattre les Arabes et aider les Israéliens qui d'ailleurs n'en avaient nul besoin. Alors retenez bien cette histoire-là à Suez en 1956, auprès de Tzahal. Ça va revenir. Donc Brignot qui continue. Il serait juste de s'en souvenir. Dans tous les mouvements politiques que Le Pen a créés et animés, Front National des Combattants, Comité Tixier-Vignancourt, Front National, les Juifs français étaient admis comme les autres. La question juive n'était jamais évoquée. J'ajouterai que certains adhérents ne cachaient pas leur philosémitisme. Pour Le Pen, les Français de tradition juive qui privilégient l'intérêt français ne posent aucun problème. Alors ça n'existe pas. Hein. Donc un Français de tradition juive, c'est-à-dire un juif, quoi, hein, un juif sioniste, ça ne privilégie pas l'intérêt français. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Ça privilégie Israël, et puis c'est tout. Ça ne privilégie pas la nation française. Donc, et Brignot conclut, ils font partie à part entière, donc, hein, ces juifs, sans équivoque ni discrimination, sans restriction ni statut particulier de la communauté nationale. Fin de citation. Dans Tribune juive, Jean-Marie Le Pen affirme très tranquillement « Je n'ai jamais ressenti le moindre sentiment antisémite ». Voyons à présent un extrait tiré du livre « Le Pen, une histoire française » de Philippe Cohen et Pierre Péan, livre qui a été publié en 2012 aux éditions Robert Laffont et qui traite notamment de l'invitation de Jean-Marie Le Pen au Congrès juif mondial aux États-Unis. Je cite un passage du livre. Après les municipales de 1983, le leader du Front National cherche à s'attirer les faveurs de la communauté juive française. Ses contacts au sein de la secte Moon le mettent en relation avec Jacques Torziner, président du mouvement sioniste international, qui l'invite au Congrès juif mondial le 17 février 1987 à New York. Donc, un an avant l'élection présidentielle de 1988, il est invité à New York, Congrès juif mondial. Quand il l'apprend, Le Pen est fou de joie, raconte Pierre Sérac, qui est alors le parlementaire du Front National et membre de la secte Moon. Le Pen s'engage à rester discret sur ce déjeuner, promesse qu'il respectera, semble-t-il. La rencontre se déroule au Four Seasons, devant une quarantaine de représentants d'associations juives. Donc c'est pas devant un juif ou deux, là, de la LDJ, non, c'est devant une quarantaine de représentants d'associations juives, donc de lobbyistes juifs très influents. La délégation du Front National comprend, outre son président Charles de Chambrun, Pierre Sérac et Jean-Marie Le Chevalier, à ce moment-là, directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen. Donc, Jean-Marie Le Chevalier, que je connais forcément, puisqu'il fut le maire de Toulon dès 1995 jusqu'à 2001. Voilà. Et qui a entre-temps démissionné du Front National peu avant, en 1999. Donc ce dernier, Jean-Marie Le Pen, fait un discours enflammé, très brillant. Il raconte un épisode de 1956,
Débarqué au canal de Suez 3 jours avant le retrait des troupes franco-anglaises, il avait à l'époque tenté de convaincre les membres de son régiment de déserter et de combattre aux côtés de Tsahal, l'ennemi commun, censé abriter les corps francs du FLN. Donc c'est ce que disait Brignot. Au Four Seasons, son discours est très pro-israélien, dans la droite ligne de l'extrême droite des années 70, qui considérait Israël comme un pilier du monde libre aux avant-postes de la lutte contre le communisme international. Il se prononce pour la fermeture du bureau de l'OLP à Paris, se montre résolument atlantiste, et pour l'intégration d'Israël dans un front européen. Fin de citation. Donc on voit là que dans les années 70-80, Jean-Marie Le Pen est à mi-chemin entre Reagan et Ariel Sharon, Benjamin Netanyahou. Il est à la fois atlantiste et sioniste. Un militant juif du Front National, Robert Emmerdinger, par ailleurs déclaré, « Il faut soutenir Israël, car ainsi on soutient le monde libre. Les vrais amis d'Israël sont dans le camp de Jean-Marie Le Pen. » Et là, Emmerdinger reprend tout simplement, quasiment mot pour mot, les propos de Jean-Marie Le Pen à 7/7. Donc on remarque que Jean-Marie Le Pen a percé dans les médias et en politique lorsqu'il a tenu ses positions pro-sionistes, de même qu'il a tenu aussi des positions contre l'immigration invasion, ce fut le seul. Donc c'est un peu l'assemblage des deux. Et donc il a décollé suite à cette invitation dans l'heure de vérité et aussi au Congrès juif mondial, et c'est là où il a cartonné, donc l'année d'après, dans les élections en 88. Pourtant, malgré tous ces gages qu'il a pu donner, depuis septembre 1984, la juiverie incarnée à l'époque par Théodore Klein, qui était le président du CRIF, cette juiverie est très hostile à Jean-Marie Le Pen. Et du coup, le système médiatique aussi, c'est logique. Donc, on en a eu un aperçu avec le comportement, la véhémence des journalistes dans l'émission L'heure de vérité, qui ne le ménagent pas, les uns après les autres. Et on en a aussi un aperçu avec Théodore Klein, qui déclare à cette époque: le phénomène Le Pen nous rappelle certains aspects de la période qui avait précédé Vichy, c'est-à-dire les années 30. Alors que Jean-Marie Le Pen n'a rien à voir avec les positions discriminatoires envers les juifs et la franc-maçonnerie, les sociétés secrètes du régime de Vichy. Il n'a rien à voir avec ça. Mais bon, pour Klein, ça lui rappelle Vichy et les années 30. Donc, Le Pen nous rappelle certains aspects de la période qui avait précédé Vichy et les idées qui inspiraient les responsables de ce régime. Or, la doctrine de Jean-Marie Le Pen est loin de celle de Vichy. Alors, il y a eu d'abord Klein et le CRIF, en octobre 1985, qui Klein ordonne aux partis politiques de lâcher Le Pen, et il affirme haut et fort, et il donne la consigne, pas d'alliance entre la droite et l'extrême droite, ce qui va évidemment faire les affaires de la gauche sioniste et antiraciste, et donc dans les années 80, celle de François Mitterrand, qui va avoir pour principal conseiller, et en fait le président officieux, c'est Jacques Attali. Puis il y a le Bnai Brit, donc la judo-maçonnerie du Bnai Brit, qui dans le journal Le Monde du 26 mars 1986 demande dans un communiqué à ne s'allier en aucun cas au Front National. Et là il va y avoir une bascule. Après avoir tensé publiquement 4 journalistes juifs, chose vraiment à ne pas faire si on veut exister en politique et dans les médias, Jean-Marie Le Pen se lâche dans le journal Présent du 11 août 1989 où il déclare « Les grandes internationales comme l'Internationale juive jouent un rôle non négligeable dans la création de l'esprit antinational. » Alors là, on croirait lire Léon de Poncin ou le complot contre Dieu, quoi. Voilà, on désigne le complot judo-maçonnique d'un coup. Alors il y a un homme dans l'entourage de Jean-Marie Le Pen qui a joué un rôle important. Il s'agit de Pierre Sérac, qui a appartenu à la secte Moon qui a financé la campagne électorale du Front National en 1988 à hauteur de 20 à 30 millions de francs, ce qui est quand même considérable.
Cette même secte Moon, appelée aussi Église de l'Unification, cette secte Moon cessera de soutenir le Front National après la présidentielle de 1988, suite à l'affaire du détail au sujet des chambres à gaz. Et cela n'est certainement pas un détail, c'est le cas de le dire. Par le biais de la secte Moon, de Pierre Sérac, Jean-Marie Le Pen obtient alors un réseau international qui va l'amener à rencontrer Ronald Reagan en personne et des dirigeants de la communauté juive aux États-Unis. Donc on l'a vu avec au Four Seasons, le congrès juif mondial. Accueilli favorablement par le lobby judo-sioniste aux États-Unis, Jean-Marie Le Pen a contourné ses détracteurs juifs, sionistes français, Théodore Klein en tête. Et attention, cela n'est pas un point de vue personnel, c'est un fait. Voilà, c'est une conclusion logique par rapport aux faits historiques. En septembre 1987 a lieu un moment important dans la carrière politique de Jean-Marie Le Pen qui déclare « Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. » Je répète cette phrase de Jean-Marie Le Pen. « Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, en fait il dit qu'elles ont existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. » Et alors là, suite à cette déclaration, donc en fait les journalistes l'ont questionné sur la Shoah, comme ils ont questionné récemment Étienne Chouard. Et Jean-Marie Le Pen n'a pas donné la bonne réponse que le système voulait qu'il donne, tout comme Chouard aussi, d'où la mise à l'écart désormais de Chouard. Et donc là, suite à cette déclaration de Le Pen, c'est l'indignation générale dans les médias, chez les journalistes et les politiques de tous bords, de gauche comme de droite. Donc c'est le système, quoi. C'est l'incarnation de l'UMPS, comme on disait à l'époque, qui estime qu'il s'agit d'une offense à la communauté organisée. Pourtant, Jean-Marie Le Pen n'a pas nié l'existence des chambres à gaz. Il n'a pas tenu des propos révisionnistes. On est très loin des travaux du révisionniste, le professeur Robert Foresson. Et alors là, déjà depuis plusieurs années, il y a une intense campagne de diabolisation qui a fait passer Jean-Marie Le Pen pour un anti-juif révisionniste qu'il n'est pas et qu'il n'a jamais été. Tout du moins en public. En privé, ça, on ne sait rien. Le 2 septembre 1988, autre moment important dans sa carrière lorsque Jean-Marie Le Pen emploie l'expression « Durafour crématoire » pour répondre au ministre Michel Durafour qui avait appelé à exterminer le Front National. Alors là, il fallait bien répondre. Et donc, Jean-Marie Le Pen emploie cette expression, qu'on jugera peut-être maladroite, de « Durafour crématoire ». Et le problème, c'est qu'entre le détail et Durafour crématoire, il va remettre ça sur la table plusieurs fois. Et cela va à chaque fois relancer donc cette campagne de diabolisation contre sa personne et contre le Front National. Et donc avec cette réplique, évidemment, Jean-Marie Le Pen relance la polémique. Le 10 mai 1990, autre moment important, puisqu'intervient la profanation d'un cimetière juif à Carpentras. Le problème, c'est que Jean-Marie Le Pen est l'invité de l'émission L'heure de vérité la veille au soir. Et là, à l'unisson, le système va le désigner responsable de cette profanation à Carpentras. Le cardinal Lustiger, Aaron Lustiger, donc catholique extérieurement, mais juif intérieurement. Donc il s'agissait d'un marane. Il a d'ailleurs reconnu à la fin de sa vie qu'il n'avait jamais cessé d'être juif. Et là, le cardinal Lustiger demande une journée de jeûne et de pénitence suite à la profanation de Carpentras. Vous vous rendez compte? Donc, des profanations de lieux de culte catholiques depuis la Révolution française, il n'y a que de ça en fait. Je dis pas tous les jours, mais presque. Et là, on n'entend pas beaucoup le milieu clérical qui est pas bien courageux dans sa majorité. On les entend pas beaucoup demander des journées de jeûne et de pénitence. Mais par contre, là, quand c'est la profanation d'un cimetière juif, là, vous avez le cardinal Lustiger qui demande une journée de jeûne et de pénitence, sans commentaire.
Selon le journal Minute, la profanation de ce cimetière de Carpentras est intervenue la nuit précédant l'heure de vérité avec Jean-Marie Le Pen, ce qui invalide en fait toute la thèse médiatique. Quant à la veuve Germont, donc du fameux Germont, c'est sa tombe qui a été profanée, la veuve Germont, elle, qui est raisonnable, est convaincue de l'innocence de Jean-Marie Le Pen. Mais là, nous avons des sondages qui tombent à pic et qui nous apprennent que le Front National de Jean-Marie Le Pen est antisémite à 55%. Vous vous rendez compte? Avec tous les gages qu'il a pu donner, tout ce qu'il a pu dire dans toutes ses positions sionistes, et bien malgré ça, à cause de cette histoire de Carpentras, un sondage nous apprend que le Front National, donc Jean-Marie Le Pen est antisémite à 55%, et que le Front National est responsable de la profanation de Carpentras à 66%. 66,6, je sais pas, 66%. Voilà les sondages qui tombent. Bon, dont on est en droit de douter quand même, des sondages, de la véracité des sondages. Je sais pas qui ils ont sondé. Bon, ils n'ont pas sondé à l'époque. De toute façon, j'étais trop jeune. Alors, j'étais personnellement, directement concerné par cette affaire de Carpentras, puisque un arrêté du ministre socialiste Pierre Joxe a interdit, à ce moment-là, en 1990, la diffusion des protocoles des sages de Sion. Et donc, pendant des années, il était interdit, ne serait-ce que de citer un passage des protocoles. Sauf que cet arrêté de Pierre Joxe a été abrogé en janvier 2008 sur avis du Conseil d'État. Et donc, à partir de 2008, on a pu à nouveau diffuser des passages des protocoles des sages de Sion, comme Henry Ford a pu le faire dans son livre « Le Juif international » et comme je l'ai fait dans mon livre « Le complot contre Dieu » qui a été publié en décembre 2014. Donc, passage des protocoles que vous retrouvez dans le deuxième chapitre écrit majeur, des passages qui sont analysés et commentés. Mais à quelques années près, je n'aurais pas pu le faire. C'est-à-dire que ça passait sous le coup de la loi. Donc diffuser les protocoles, c'était au minimum une amende. Voilà, on est au niveau de la liberté d'expression. Un mot d'ordre est envoyé aux partis politiques, à ce moment-là, c'est faire barrage au Front National. Constituer un front républicain qui s'oppose à un autre front républicain, faussement nationaliste, qui est le Front National. Voilà. Et d'ailleurs, lors de l'élection présidentielle de 2007, Jean-Marie Le Pen va tenir un discours républicain à Valmy, le fameux discours de Valmy. C'est l'assimilation républicaine. En avril 2007, donc juste avant l'élection, il va se rendre à Argenteuil en compagnie de Farid Smaï et il va affirmer rapidement à des Maghrébins musulmans qui sont là, c'est-à-dire des Français de papier dont la patrie de cœur n'est pas la France, mais l'Algérie ou la Tunisie ou autre. Et il va leur dire, vous êtes des Français à part entière. À ces gens qui ne se considèrent pas eux-mêmes Français. Voilà. Donc voilà, Jean-Marie Le Pen, selon qui il est en face, dans la tribune juive, il va prendre la défense des juifs. Quand il est en face de nationalistes, il va avoir un discours antimaçonnique et nationaliste. Là, il va se rendre à Argenteuil, vous êtes des Français à part entière, à des gens qui sont que des Français de papier, disons. Voilà, c'est un peu ça aussi le problème, c'est en cela que je disais, il est assez politique. Jean-Marie Le Pen est ensuite invité à un repas important en présence de membres du lobby judéo-sioniste. Et dans une ambiance assez conviviale, on lui dit à un moment du repas, faites un geste pour Israël et je m'engage à vous ouvrir la porte des médias. Et visiblement, Jean-Marie Le Pen n'en a pas fait assez pour Israël. Elle n'a pas fait assez pour être dans les bons papiers des sionistes, pour avoir la confiance des organisations judéo-sionistes, pour se mettre les médias dans la poche et pour espérer un jour accéder à l'Élysée. Sa fille, elle, a eu le temps de retenir la leçon. Elle ira beaucoup plus loin dans la soumission au système, on va le voir. Son père aura été bien trop politiquement incorrect aux yeux de la judéo-maçonnerie. Il a dit et fait
bien trop de choses qui l'ont grillé aux yeux du système. Et on va voir lesquelles. Et notamment, en octobre 1990, dans un journal irakien, Jean-Marie Le Pen parle de domination des Américains et d'Israël, avant de préciser qu'il n'a jamais été un partisan du grand Israël. Jean-Marie Le Pen prend alors position pour l'Irak de Saddam Hussein, qui selon lui subit un blocus. Et d'ailleurs, il n'a pas tort. Hein. Et le problème, c'est que voilà, dans un média irakien, bon, ben, il est pro Saddam Hussein, comme je l'ai dit. À Argenteuil, voilà, dire vous êtes des Français, des Maghrébins musulmans, voilà. Alors qu'on sait très bien que les musulmans ne peuvent pas être des patriotes français, voilà, toutes ces choses-là. Donc il y a quand même des discours un peu changeants selon l'auditoire. Dans le journal National Hebdo en 1996, Jean-Marie Le Pen critique le nouvel ordre mondial et précise que le sionisme international est complice des États-Unis. Donc c'est dans le livre de Blanc-Rue, il dit: quant au nouvel ordre mondial, son but est dans la pratique de ramener les peuples au passé avant l'établissement des États. C'est l'intérêt des États-Unis qui n'ont pas d'histoire, qui se sentent une création nouvelle. Et le sionisme international est complice. Il est plus que complice, d'ailleurs. Plus tard, en mars 2009, à Arras, Jean-Marie Le Pen tient, selon moi, le meilleur discours de sa carrière. Alors je sais que Thierry Martin, qui est un catholique pratiquant non unacum, hein, on va aux mêmes messes, hein. Thierry Martin lui a écrit certains de ses discours. Et il ne serait pas étonnant, au nez, là, à l'instinct, que ce soit lui qui lui écrit ce discours donc d'Arras, hein, où donc ce jour-là, en mars 2009, Jean-Marie Le Pen est en opposition au mondialisme, au village global, à l'Union européenne, cheval de Troie des nations, à la finance internationale, un discours vraiment remarquable de Le Pen que vous pouvez retrouver sur Internet, sur YouTube, hein, en tapant Jean-Marie Le Pen, mars 2009, Arras. Plus tard, dans une interview vidéo, Jean-Marie Le Pen affirme: le sionisme, c'est quoi? C'est la politique qui souhaite qu'Israël s'étende aux dimensions d'Eretz Israël, terre d'Israël, c'est-à-dire dans un espace beaucoup plus grand et qui justifierait la colonisation de la Palestine. Non, dans ce sens-là, je ne suis pas sioniste. Que le sionisme ne s'arrête pas à la dimension d'Israël. Ce n'est pas qu'une question de périmètre, ce n'est pas qu'une question de colonisation de la Palestine, le projet politique sioniste, qui ne concerne pas uniquement les Juifs et Israël. Nous sommes, nous, en France, directement impactés par le projet politique sioniste, hein, qui a la main mise, hein, sur l'Europe, qui, je le rappelle, l'Union européenne finance la sécurité d'Israël, hein, donc c'est sur notre argent, hein, qui est donc financé l'État hébreu. En France, l'hostilité du lobby qui n'existe pas ne faiblit pas. Et en janvier 1999, nous avons Patrick Gobert, alors président de la LICRA, donc Patrick Gobert, de son vrai nom, Goldenberg. Mais Goldenberg, ça ne fait pas français, alors que Gobert, ça fait français. Donc, Patrick Goldenberg, dit Gobert, affirme dans Actualité juive: face à chaque électeur du Front National, il doit y avoir un militant de la LICRA. Et dans le journal L'Humanité, donc on connaît les origines, hein, le communisme, le même Gobert affirme: lutter contre le Front National fait partie de nos missions. Et nous avons Marie-Georges Buffet, qui elle aussi fait partie de la communauté organisée, qui va délaisser la lutte des classes et qui va préférer donc cette lutte contre le Front National. Ça va être son cheval de bataille prioritaire à Marie-Georges Buffet. Au micro de Canal+, Jean-Marie Le Pen déclare un peu plus tard que la franc-maçonnerie, donc franc-maçonnerie dont on sait, hein, qu'elle est au service du Grand Israël, hein, donc pour beaucoup plus de détails là-dessus, vous avez mon livre La franc-maçonnerie 300 ans d'imposture. Et donc Jean-Marie Le Pen déclare que la franc-maçonnerie a des responsabilités dans la situation de la France, mais elle n'a pas la responsabilité exclusive. Tout ne s'explique pas par la franc-maçonnerie, nous dit Le Pen, qui a été ostracisé de la vie politique par la judo-maçonnerie du Bnei Brit. C'est quand même assez cocasse, ça.
Donc, ce même Jean-Marie Le Pen donne cette impression assez désagréable d'avoir été tiraillé entre dire la vérité librement et sa démarche électoraliste. Or, les deux ne sont pas compatibles. Soit on fait l'un, soit c'est l'autre. Et donc tout ça sans jamais avoir été vraiment ferme sur les principes. On l'a vu. Et encore récemment, Jean-Marie Le Pen s'est déclaré favorable à la PMA pour faire face aux problèmes démographiques, selon lui. Donc on voit qu'il a toujours été libéral au niveau des idées et de la doctrine, et c'est quand même à juste titre qu'il a été considéré comme le Reagan français, version extrême droite. Quand on regarde son parcours, il y a quand même certaines ambiguïtés chez Jean-Marie Le Pen dans sa relation au système. Mais autant il y a des ambiguïtés avec Jean-Marie Le Pen, autant il n'y en a pas, absolument pas, avec sa fille, qui d'ailleurs est la plus cohérente de tous. Entre Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen et Marion Maréchal, dans son allégeance au système, voilà, et dans sa soumission, elle a toujours été dans la même direction, Marine, je suis désolé. Et donc, c'est en effet Jean-Marie Le Pen qui a passé le relais à sa fille et non au numéro 2 du parti, Bruno Gollnisch. Alors là, je suis désolé, quand il y a un numéro 1 qui n'est pas là, logiquement, c'est le numéro 2 qui prend sa place. Par exemple, dans une équipe de football, quand il y a le meneur de jeu, voilà, ou Mbappé qui est blessé, bon, ben, c'est son remplaçant qui prend la place. C'est pas le remplaçant du remplaçant du remplaçant. On est d'accord? C'est le numéro 2, voilà, qui prend la place du numéro 1. Ça a toujours été comme ça de partout. Ben là, non. Donc Jean-Marie Le Pen passe le relais à sa fille Marine Le Pen, Marion de son vrai prénom, alors que Marine, c'est son prénom de baptême. Elle, Marine Le Pen, qui n'a que le baptême de catholique, hein, donc elle a pris Marine comme prénom. Et elle ne faisait pas partie du bureau national. Donc c'est lui qui l'a fait monter. Alors initialement, et ça c'est important à relever, c'est Marie-Caroline Le Pen, donc l'aînée des filles Le Pen, qui devait reprendre en main le parti. Mais cette dernière, Marie-Caroline, militante du Front National et conseillère régionale, était mariée avec un partisan de Bruno Maigret, un certain Philippe Ollivier. Et quand il y a eu la scission en 1999, Marie-Caroline Le Pen et Philippe Ollivier ont suivi Bruno Maigret. Donc ça ne pouvait pas être Marie-Caroline. Ça ne pouvait pas être sa seconde fille, puisqu'elle ne s'est pas engagée en politique, et d'ailleurs elle a bien fait. Hein, parce que si c'est pour s'engager en politique comme ça, hein, autant ne pas faire de politique et être par exemple une bonne mère de famille. Hein, c'est quand même mieux que de faire ça. Hein, enfin, voilà. Alors, ni Marie-Caroline, bien évidemment, la maigretiste, ni la seconde qui n'a pas fait de politique, mais la troisième et dernière, c'est-à-dire Marine Le Pen, avocate ratée, commise d'office, que donc son père a réussi à caser en fait dans la politique, puisque je rappelle quand même que député européen à Strasbourg pour poser 3 questions et avoir d'énormes avantages, ça paye bien mieux qu'être une avocate ratée, hein, soit dit en passant. Donc voilà, c'est la troisième, il a réussi à caser la troisième. Ça aurait pu être la première, non, ça a été la troisième. Et c'est lui, encore Jean-Marie Le Pen, qui a incité vivement Marion Maréchal, hein, très jeune député, à faire de la politique, qui l'incite toujours, d'ailleurs. Alors que Marion Maréchal a fait partie de ceux qui ont signé pour que Jean-Marie Le Pen soit écarté du parti. Alors là, en termes d'ingratitude entre Marine et Marion, c'est-à-dire les deux Marion en fait, on fait fort. Hein. Alors, les Le Pen sont-ils antisémites? Ça, c'est une question intéressante. Oui, selon Pierrette Lalande, donc ancienne femme de Jean-Marie Le Pen, qui, je le rappelle, avait posé pour Playboy, ce qui a eu le don d'humilier Jean-Marie Le Pen. Et donc, Pierrette Lalande a déclaré dans le magazine Rolling Stone ceci: « J'ai toujours vécu dans l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. Mes filles ont été élevées dans l'antisémitisme primaire. » Alors, on est en droit de douter quand même de cette déclaration qui, selon moi, est une peau de banane glissée par Pierrette Lalande, puisqu'évidemment,
être étiqueté antisémite, c'est éliminatoire quand on veut faire une carrière politique. Et donc là, eh ben, elle nous dit que Jean-Marie Le Pen a toujours été antisémite. Et donc en fait, c'était pour qu'il soit grillé au niveau politique. Voilà. Alors, au regard des fréquentations de Jean-Marie Le Pen et de ses 3 filles dans leur jeunesse, on a du mal à y croire, à l'antisémitisme des Le Pen, je suis désolé. Quand on récapitule, Jean-Marie Le Pen a d'abord été sioniste pendant de longues années, quand il a été jeune, par conviction apparemment, peut-être aussi par carriérisme, puis il a été anti-sioniste, alors peut-être en réponse aux attaques du lobby sioniste, qui ne l'a pas ménagé, peut-être aussi par provocation, par conviction, je ne sais pas, pour finalement passer le relais à sa fille qui est, elle, ouvertement sioniste. Voilà, donc bon, je vois pas trop la cohérence dans tout ça, si ce n'est que, bon, ben, on passe le relais à sa fille, de la boutique frontiste, en fait. Alors voyons, à présent, sa fille, donc Marine Le Pen, et sa relation au lobby sioniste. Donc dès les années 2000, c'est elle, Marine Le Pen, que les médias mettent en avant, et c'est toujours elle que ces mêmes médias vont préférer et vont soutenir face à Bruno Gollnisch, donc lors de sa prise de pouvoir en 2011, où là c'est l'infiltration maçonnique, infiltration LGBT, avec Florian Philippot, Nicolas B, Sébastien Chenu, le fondateur de Gay-Lib, Bruno Bild, Steve Briois dans le Nord, Julien Audoul qui a posé pour le magazine gay Têtu et qui est d'ailleurs mis en avant aujourd'hui pour en fait donner le change à l'islamisation de la France. Voilà, on nous met un membre du lobby LGBT en fait, puisque je suis désolé, Julien Audoul quand on pose pour Têtu. Bon, donc voilà qui fait partie ou a fait partie du Front National. Donc, infiltration maçonnique, LGBT, sioniste aussi, avec Michel Touris, l'ultra-sioniste, le juif David Mascret, Jean-Richard Sulzer qui fait partie du Bureau National, Émeric Choprade qui a fait partie du Front National, franc-maçon sioniste qui a déclaré sa flamme pour Israël, membre de l'obédience Memphis-Mizraïm, Gilbert Collard, donc député qui a été franc-maçon dès sa jeunesse et qui est ouvertement pro-Israël, le franc-maçon Valérie Ledouguet qui avait tenu un discours en tribune et qui est ouvertement franc-maçon. Nous avons aussi le juif Louis Alliot qui a été pendant longtemps le compagnon de Marine Le Pen, qui a tenu des déclarations sionistes, qui a fait même des allers-retours en Israël pour donner des gages. Nous avons aussi Robert Ménard, le maire frontiste de Béziers avec Reporters sans frontières qui a été financé par la NED, cette nébuleuse donc de la CIA, et il a avoué en 2005, Robert Ménard, avoir touché de l'argent des États-Unis d'Amérique, et cela ne lui a posé aucun problème en plus. Robert Ménard qui considère que la remigration est une absurdité. Donc un prétendu nationaliste qui considère qu'en fait l'inversion des flux migratoires, qui devrait être logique, puisque ceux qui ne sont pas français, leur place, elle est dans leur pays et non en France, aussi simple que ça. Voilà. Et bien donc, pour lui, c'est une absurdité, la remigration. Et nous avons, depuis quelques années, l'émergence de la jeune Marion Maréchal. Donc au début, c'était Marion Maréchal Le Pen sur recommandation de sa tante. Voilà, on a rajouté Le Pen. Et puis désormais, depuis quelques années, elle a enlevé Le Pen par stratégie politique. Voilà. Donc Marion Maréchal, dont le père biologique et l'agent du Mossad, Roger Hock. Celui qui s'est occupé d'elle, donc Samuel Maréchal, fils de pasteur protestant. Marion Maréchal, qui suite à l'élection présidentielle de 2017, va effectuer un faux départ en politique, qui va revenir seulement quelques mois après aux États-Unis devant les néoconservateurs américains et qui va tenir un discours pseudo-patriote et même crypto-maçonnique sur lequel je suis revenu d'ailleurs dans un article qui a été publié dans Rivarol, vous pouvez retrouver sur mon site, Marion Maréchal, les néoconservateurs 2022 et les juifs,
qui fait aujourd'hui partie, Marion Maréchal, de cette union des droites instituée par Patrick Buisson, qui fut le conseiller de Nicolas Sarkozy. Donc union des droites où vous retrouvez la fausse tradie Marion Maréchal au milieu de sionistes comme Golnadel, Zemmour, Elisabeth Lévy. Voilà. Et donc elle fait partie de cette union des droites pseudo-patriote où à chaque occasion elle nous parle de conservatisme. Marion Maréchal. Alors je ne sais pas de ce qu'elle veut conserver, la République juive et maçonnique, l'assimilation républicaine qu'elle défend, la laïcité qu'elle approuve aussi. C'est quoi qu'elle veut conserver, Marion Maréchal? Il faudrait nous expliquer au niveau des idées. En tout cas, son grand-père n'a pas voulu le conserver. Voilà. Alors, revenons en 1986 où Jean-Marie Le Pen parlait ouvertement devant ses militants de presse gauchiste et maçonne dressée contre le Front National. Dès 2011, c'est-à-dire 25 ans plus tard, sa fille, elle, ouvre grand le compas et l'équerre au sein de son parti. Et en cette même année 2011, Jean-Marie Le Pen avoue au micro de Canal+, qu'il y a déjà des francs-maçons au Front National et qu'il n'y avait pas d'objection à ce qu'il y en ait. Donc ça sert à quoi de dire la presse gauchiste et maçonne, donc anti-maçonnique, devant les militants, et il n'y a pas d'objection à ce qu'il y ait des francs-maçons au Front National, nous dit Le Pen en 2011. Et Marie Le Pen, elle, n'en voit aucune d'objection à ce qu'il en est, bien au contraire. Donc son maître mot à Marine Le Pen, c'est la dédiabolisation. Il y a d'ailleurs une certaine cohérence chez elle. Donc dédiabolisation pour se faire accepter du système et des médias pour vivre de la politique. Ni plus, ni moins. Car les idées, elle n'en a pas, des convictions, elle n'en a pas. Elle s'en fout de tout ça. Elle n'a pas de projet. Le pouvoir, elle sait, on le sait tous, qu'elle ne le prendra jamais et que le système ne lui donnera jamais. Son parti n'a pas de colonne vertébrale. Il n'y a pas de ligne directrice au Front National, si ce n'est cette dédiabolisation qui l'a poussé à la surenchère républicaine et laïciste. Ou d'ailleurs, elle en fait encore plus que les partis du système sur la République, les droits de l'homme, la laïcité. Elle a fait encore plus que les partis maçonniques de gauche, du centre et de droite. Donc c'est cette dédiabolisation qui l'a aussi poussé à écarter des éléments jugés trop réactionnaires, trop nationalistes, et je pense notamment à mes collègues Yvan Benedetti et Alexandre Gabriac, qui ont été écartés. Et c'est aussi cette dédiabolisation qui l'a poussé à écarter son propre père, à qui elle doit pourtant sa place. D'où la notion de parricide et cette ingratitude qui est quand même assez incroyable chez la fille cadette de Jean-Marie Le Pen. En 2011, dans une interview accordée à Canal+, Marine Le Pen a affirmé « S'il y a des gens qui sont au Front National et qui participent à des loges, tant mieux. » Qu'elle est ni hostile, ni indifférente à la présence de francs-maçons au Front National, mais elle est favorable aux francs-maçons au FN. Auparavant, en janvier 2006, Marine Le Pen a affirmé « Il est important que la communauté juive qui, à juste titre, s'inquiète de l'antisémitisme, sache qu'elle peut compter sur nous. Je lui dis, vous vous trompez d'ennemi. Ce n'est pas le Front National que vous devez craindre, mais l'antisémitisme lié à l'immigration. » Donc là, les choses sont claires. Mais j'aimerais poser une question à tous ces gens qui appartiennent soi-disant à la droite nationale et qui ciblent le péril islamiste uniquement et jamais le péril judéo-maçonnique. J'aimerais leur poser la question suivante à tous ces gens-là. En l'occurrence, à messieurs Zemmour, Golnadel, Philippe de Villiers, ou encore à Marine Le Pen, ou encore à la journaliste Charlotte Dornelas, j'aimerais poser cette question. Cette immigration arabo-musulmane, quelles puissances occultes l'ont fait venir?
Répondez-moi avec honnêteté et objectivité. Qui a ouvert en grand les frontières? Qui a poussé cette immigration-invasion? Si ce n'est Jacques Attali et ses co-religionnaires qui sont en place d'ailleurs depuis, donc on l'a vu, Jacques Attali c'est depuis 1981, auprès de François Mitterrand. Voilà, donc poser la question, c'est avoir la réponse à cette question. En mai 2010, dans Israël Magazine, Marine Le Pen donne de nouveaux gages et elle affirme « Nos compatriotes juifs n'ont rien à craindre du Front National, bien au contraire ». Avant la présidentielle de 2012, donc elle donne des gages au lobby qui n'existe pas en déclarant « Je suis opposé à voir revenir dans le Front National des groupes radicaux, caricaturaux, anachroniques. Entre les catholiques, les pétainistes et les obsédés de la Shoah, ça ne me paraît pas cohérent. Le FN ne servira pas de caisse de résonance à leurs obsessions. » Donc, quand on récapitule Marine Le Pen, elle est favorable aux francs-maçons dans son parti, elle l'a dit. Par contre, elle est opposée aux catholiques, aux nationalistes, ainsi qu'aux révisionnistes. Elle considère que ce sont des obsédés de la Shoah, les révisionnistes. Marine Le Pen va aussi donner une longue interview dans le journal Haaretz, c'est un journal important en Israël, où dans ce journal, elle va valider toute la propagande sioniste, elle va multiplier les allers-retours en Israël, tout comme Louis Alliot. On a vu qu'elle s'est entourée de républicains n'ayant plus rien à voir avec les Bruno Gollnisch et autres Roger Olindre. Comme son père, Marine Le Pen s'est rendue aux États-Unis pour y rencontrer des représentants de la communauté juive organisée et ainsi contourner le CRIF qui est toujours très hostile au Front National. Quand elle a été interrogée par l'agence Infolibre au sujet de la milice judéo-sioniste, la LDJ, Marine Le Pen a botté en touche et elle s'en est même pris à l'intervieweur de l'agence Infolibre. Marine Le Pen s'est rapprochée du sioniste hollandais Geert Wilders ainsi que de l'ultra-sioniste de Likoud Gilles-William Golnadel. Elle s'est empressée de soutenir Alain Finkielkraut lors de sa pseudo-agression par les Gilets jaunes. Pour elle, la prétendue patriote, le concept de grand remplacement, c'est du complotisme, on appréciera. L'ultrasioniste Michel Touris, donc du Front National, a affirmé qu'il soutient inconditionnellement Israël, ce qui est logique, pendant que Marine Le Pen en a remis une couche en disant que le nazisme fut une abomination et que le Front National est dans l'avenir le meilleur bouclier pour protéger les juifs français face au seul vrai ennemi, le fondamentalisme islamiste. Et elle a déclaré cela dans Valeurs actuelles, dont on sait que Gilles-William Golnadel a une certaine influence. Donc voilà, on voit que voilà, tous ces médias, tous ces gens-là ciblent les mêmes, la même religion, mais jamais les véritables responsables occultes du désastre en France sous la Ve République. Donc elle fait vraiment un sans faute dans le politiquement correct voulu par le système, mais malgré cela, Marine Le Pen n'a toujours pas les faveurs de ce système, elle n'a toujours pas les faveurs des médias pour accéder à l'Élysée. Le Front National aujourd'hui, qu'est-il devenu? Mais il s'agit du Rassemblement National. Donc on est allé jusqu'à changer le nom du parti afin de tirer un peu plus un trait avec le passé. Avec le Rassemblement National, tout comme avec le Front National, on est toujours dans la contestation au système par le vote. Voilà. Pour canaliser la contestation, ce parti propose une politique désormais semblable à celle des partis du système. Et même sur l'immigration, le Rassemblement National a reculé. Il est question de réduire l'immigration et non d'inverser les flux migratoires et de fermer les frontières. Les prises de position au Front National se font en fonction des sondages par le biais du frère de Florent Philippot, Damien Philippot. Donc c'est en fonction des sondages. Donc on a vu que les sondages ne sont pas fiables.
déjà, que la majorité des Français, je suis désolé, peuvent se tromper, hein, ils ont élu Macron. Bon, par exemple, la majorité des Français est pour la légalisation de l'avortement. Donc si on se fie au sondage, donc on va continuer à légaliser l'avortement, c'est-à-dire à autoriser le meurtre de vie dans le ventre des mamans. Donc voilà, selon des sondages qui sont pas fiables, on prend certaines positions. Bon, voilà ce qu'est le Front National aujourd'hui, qui le Rassemblement National donc ne remet pas en question l'Europe de Bruxelles. D'ailleurs, nous avons des députés frontistes qui siègent à Strasbourg grâce à la proportionnelle, donc ils ont fait 23%, c'est-à-dire qu'il y a 23 députés, donc ils en vivent grassement de la politique au Front National. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ils jouent à l'opposition contrôlée, consciemment ou inconsciemment, mais en attendant, ce parti, c'est l'opposition contrôlée. Et ça, c'est une évidence. Autant Marine Le Pen n'est pas claire sur la question de l'Europe, autant elle est très claire sur les fondamentaux du régime, c'est-à-dire République, démocratie, laïcité, droits de l'homme, sionisme d'Israël. Au Front National, on fête le 14 juillet chaque année. On chante la Marseillaise, ce qui était déjà malheureusement le cas avec Jean-Marie Le Pen. Donc on est dans ce faux patriotisme révolutionnaire, si justement dénoncé par l'historien Jean de Viguerie, et aussi par moi-même dans une récente conférence, République maçonnique contre France catholique, que je vous invite à revoir sur YouTube. Donc il n'y a pas de remise en question des faux principes issus de 1789 par le Front National, il n'y a pas de colonne vertébrale sur le plan doctrinal, il n'y a pas de grande différence aujourd'hui avec les partis du système. On ne remet pas en cause les fondamentaux républicains, et pour cause, le Rassemblement National est un parti républicain qui, par exemple, ne revient même pas sur le mariage pour tous. Voilà. Certainement sous l'influence de lobbyistes LGBT, mais on ne revient même pas sur ce genre de choses. Donc, alignés sur les extrêmes droites en Europe, qui sont toutes pro-Israël, sionistes ou au moins judo-compatibles, au front, on ne s'offusque que des conséquences et non des causes, ni sur les véritables responsables du désastre en France, et cela fait étrangement penser à Éric Zemmour en fait. Éric Zemmour tient grosso modo les mêmes propos, sauf que là il s'est détaché, il fait cette union des droites sans le Front National, certainement pour affaiblir le Rassemblement National, pour que voilà, il plafonne sur le plan électoral. Donc le RN comme le FN, c'est une voie de garage qui sert surtout à faire gagner à coup sûr le candidat du système. C'est l'assurance de faire élire une marionnette du CRIF. Avec le recul et en élargissant un peu la perspective, le Front National, c'est la PME Le Pen. D'abord le père, ensuite la fille, le grand-père qui incite la petite fille pour que, en gros, elle prenne la relève, parce que c'est ça qui était prévu. Bon, voilà, avec un peu de patience, Marion Maréchal prend la succession de Marine Le Pen. Et à ce rythme-là, on a l'arrière-petite-fille de Marine Le Pen, en 2080, à la tête du Rassemblement National, et des gens qui votent toujours en croyant qu'ils vont être au pouvoir au second tour, quoi, qui vont gagner l'élection démocratiquement. Non, on en est là quand même. Il y a encore beaucoup trop de gens qui n'ont pas compris l'arnaque frontiste des Le Pen. C'est quand même assez affligeant. Ceci dit, on peut et on doit, selon moi, dissocier la tête du parti et ce qui se fait au niveau local, de militants, de gens qui peuvent faire des choses bien. Je pense notamment à Fréjus, à David Racheline. J'ai eu pas mal d'échos de gens qui ne sont pas des militants du Front National, qui ne sont même pas des électeurs frontistes, et qui reconnaissent que ce qui se fait à Fréjus, dans l'intérêt de la population, quoi, de la commune fréjusienne, eh ben, c'est vraiment remarquable. Donc il y a des gens intéressants au Front National, comme par exemple Hervé Juvin, qui donne de bonnes conférences. Il y a des gens intéressants qui sont passés
par le Front National, je pense notamment à Jacques Bompard, qui est l'actuel maire d'Orange. Il y a des militants qui ont un bon esprit, qui sont de bonne volonté, mais qui malheureusement voilà, sont floués, qui sont trahis par la tête du parti. Je suis désolé. Hein. Ça me fait un peu penser aux syndicats. Je suis personnellement issu des syndicats et j'ai rencontré des gens bien à la base qui défendaient vraiment l'intérêt des travailleurs, les droits des travailleurs, voilà, l'intérêt général dans une entreprise. Mais à la tête des syndicats, il y avait quoi? Blondel, Maïs, c'est-à-dire des francs-maçons, quoi, voilà, et qui mangeaient dans la gamelle des politiques et du système, voilà, ni plus ni moins. Et donc là, c'est un petit peu pareil, quoi, ça me fait un peu penser à cela. Dans les orientations nationales et même internationales, à la tête du parti, c'est Marine Le Pen et son équipe, hein, donc le bureau national, et là, il y a absolument rien à attendre de ces gens-là, rien à attendre de la tête du parti, du RN. Pour certains, pour beaucoup d'ailleurs, le Front National, c'est le moins pire. C'est le moins mauvais, ce qui est discutable d'ailleurs, très discutable. Et je rappelle qu'avec le moins pire, on continue de régresser, mais seulement un peu moins qu'avec d'autres. On régresse un peu moins. Autre chose, ce n'est pas avec des juifs sionistes, des francs-maçons, des lobbyistes LGBT qu'on redressera durablement la nation française. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui constitue le Rassemblement national, ça. Hein. Donc voilà, qui fait quoi, qui compose le parti, où on va. Bon, autre question, si Marine Le Pen était demain au pouvoir, qu'est-ce que ça changerait fondamentalement? Pensez-vous qu'elle affronterait le diktat des lobbies alors qu'elle s'y soumet depuis tant d'années? Je ne le pense pas. Au final, le bilan est peu reluisant et même assez déplorable de ce Front National des Le Pen, pour ceux qui, comme moi, sont attachés à la France, à une certaine idée de la France, aux idées et aux principes qui doivent être mis en avant et qui doivent redresser durablement la France, hein, c'est-à-dire une restauration chrétienne de la France fidèle de l'Église. Si vous voulez avoir un peu plus d'infos encore sur le sujet que je viens de traiter, il y a ce livre, Jean-Marie, Marine et les Juifs. Et pour s'informer et se former au sujet de l'action des sociétés secrètes en France et dans le monde durant l'histoire, il y a mon livre Le complot contre Dieu, et sur la franc-maçonnerie, bien sûr, la franc-maçonnerie, 300 ans d'imposture. Voilà. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur le sujet. Je vous dis à bientôt et surtout que Dieu vous garde.